Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. La décrue du fleuve Niger inquiète une bonne partie de la population malienne alors qu'il y a quelques mois, le ministre de l'Énergie et de l'Eau déclarait que le fleuve Niger occupe une place de choix dans le paysage socio-économique et environnemental du Mali. Quelles sont les causes et les conséquences de cette décrue? Quelles peuvent être les solutions ou alternatives? Nos invités sur ce plateau, Dr Baba Faradji Ndiaye, chef de département protection et gestion des écosystèmes à l'agence du bassin du fleuve Niger ABFN, Mahamadou Maïga du réseau Climat Mali, Sadou Abidine Diallo, ingénieur des constructions civiques à l'Institut géographique du Mali, et Ornala Tchanké, responsable partenariat de l'outil Maction, qui nous rejoindra au cours de l'émission. Je suis Mohamedou Touré, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Alors, je l'ai dit au cours de ce débat, la décrue du fleuve Niger, elle inquiète une bonne partie de la population malienne. Docteur Baba Faradji Ndiaye, est-ce le cas? Est-ce que vous avez constaté cette décrue? Bien sûr, on ne peut pas ne pas constater cette décrue, puisqu'il faut traverser le fleuve, voilà, chaque fois quand on va de part et d'autre de la ville. Donc on voit bien sûr que il y a un problème. Le VUSI, on n'a pas besoin d'être spécialiste. Là, dès qu'on regarde, on voit effectivement que cette année, il y a un problème. Donc, on le constate. Quand on fait une comparaison avec les années précédentes, est-ce très tôt cette année ou qu'en est-il? Oui, c'est vraiment très tôt cette année. Là, peut-être qu'on va même avancer des chiffres. Il y a la commission de Sélengue qui se réunit chaque mois. Et le constat, c'est qu'au mois de janvier, déjà, on a remarqué sur le parcours du fleuve, à Sélengue jusqu'à Markala. Au niveau de Markala, par exemple, il y a les 3 canaux qui sont là, qui irriguent l'ensemble des plaines, de Markala, l'aval de Markala. Aucune consigne n'a pu être atteinte. Donc, vraiment, les débits souhaités sont toujours bas. Quelles étaient les consignes? Donc, les consignes, par exemple, c'est de lâcher 50 mètres cubes par seconde. On n'a pas pu l'avoir. On est en dessous de ça. Et on voit qu'effectivement, comparé aux 3 années passées, le niveau est beaucoup plus bas au mois de janvier, comparé aux années passées. D'accord. Mahamadou Maïga, quelque chose à ajouter par rapport à cette situation? Oui. Je dis que le fleuve Niger, tout le monde le sait, nous sommes tous des riverains ici. Nous sommes tous presque nés au bord de ce fleuve-là. Nous savons toute son importance dans la vie socio-économique, environnementale de nos localités. Et en venir à ce stade-là aujourd'hui est vraiment désolant, parce que le fleuve Niger répond en fait aux besoins de plus de 2/3 de la population malienne. Et voir ce fleuve-là tarir et de se croire avec malheureusement des actions venant des hommes, on ne peut que se désoler devant cet état de fait et émettre, comment ça s'appelle, un cri de cœur aux uns et aux autres en vue de bouger, d'être actifs en vue pour sauver cette source-là. M. Sadou Abidine Diallo, quelque chose à dire aux auditeurs et à nos téléspectateurs par rapport à ce fleuve du Niger? Qu'est-ce que c'est que le fleuve du Niger? Quelle est son importance pour le Mali? Merci beaucoup. Avant de m'adresser aux téléspectateurs, je vous remercie d'abord, vous, Mahamadou Touré. Je remercie l'ensemble du personnel de Studio Tamani pour tout ce que vous êtes en train de faire dans le cadre de la paix, dans le cadre du dialogue et puis dans le cadre de l'information. Et aussi saluer l'ensemble des auditeurs et remercier mes aînés avec lesquels je suis sur ce plateau. L'ensablement, ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis longtemps, on l'a bien remarqué, que le fleuve Niger est en train de tarir, que des endroits par endroits, on voit même le nid du fleuve qui est atteint. Cela même a poussé à dire qu'il y a désertification, parce que c'est l'ensemble de ces terrassements-là qui amène la désertification. Pour cela, le gouvernement,
où les partenaires ont pensé à des alternatives par regroupement, les ONG, l'État, les partenaires, pour pouvoir lutter contre cet ensablement du fleuve Niger. Je crois que si je peux me résumer, le fleuve Niger est menacé dans son essence. C'est comme un être humain. C'est menacé dans son essence du moment que il y a cette désertification, cet ensablement, ce sable qui est en train de faire de sorte que le fleuve ne soit plus le fleuve d'antan. Nous, à l'enfance, là où on a l'habitude de se laver, présentement, c'est des terrains de football pendant cette période-là. Alors que cette période devrait trouver normalement de l'eau dans ces endroits-là. Je peux dire que vraiment le fleuve Niger est menacé. D'accord. Monsieur Ndiaye, vous êtes chef de département protection et gestion des écosystèmes à l'agence du bassin du fleuve Niger. Parlez-nous un peu du fleuve Niger et de son importance pour le Mali. Bon, en fait, le fleuve, on finit jamais de le dire, il est très important. C'est un long fleuve qui partage plusieurs pays, qui traverse plusieurs pays, long de plus de 7000 km. Et une grande partie, en fait, une grande partie de son parcours, ça se passe au Mali. Et comme tout à l'heure, M. Maïga l'avait dit, plus de 2/3 de la population malienne vivent des ressources du fleuve Niger, directement ou indirectement. Et le fleuve traverse l'ensemble des grandes villes du Mali. Et c'est le deuxième plus grand fleuve du Mali. C'est le troisième plus grand fleuve après le Nil et le fleuve Congo. Oui. Mais son bassin, par exemple pour le Mali, ça fait pratiquement 42% du territoire est carrément installé dans le bassin du fleuve Niger. Et l'ensemble des activités socio-économiques sont liées au fleuve Niger. L'agriculture, la pêche, l'artisanat, l'élevage. Donc toutes ces activités, aussi bien des activités socio-culturelles aussi, sont liées directement à ce fleuve. Et c'est grâce à ce fleuve aujourd'hui que le Mali aussi est bien connu à travers certaines activités, à travers certains systèmes agro-silvopastoraux comme l'Office Niger et autres. Donc le fleuve joue une très grande importance pour le Mali et aussi pour les Maliens. Beaucoup de civilisations, en fait, se sont construites autour justement du fleuve Niger. Donc, il n'y a pas que le fleuve Niger au Mali, c'est vrai, il y a d'autres fleuves, comme le fleuve Sénégal et aussi le Sourou, mais de par son étendue, de par sa longueur, le fleuve Niger est très important aujourd'hui pour les populations maliennes et pour le Mali. Monsieur Maïga, parlant des causes de cette décrue du fleuve Niger, Monsieur Diallo a parlé tout de suite de l'ensablement du fleuve. Est-ce qu'il y a d'autres causes? Moi, si je suis marié de parler des causes, je fais peut-être référence à cette interaction entre les changements climatiques et l'eau. Nous savons que pendant très longtemps déjà, le changement climatique et l'eau sont cités parmi les crises les plus majeures, les plus graves face auxquelles l'humanité va pouvoir faire face durant les années à venir. Et en fait, c'est les défis, du moins les enjeux entre ces deux phénomènes, c'est-à-dire les changements climatiques et l'eau, sont si étroits que l'on peut être tenté de n'y voir qu'un seul. Parce que déjà en 2008, le GIEC a fait paraître une publication à travers laquelle, une publication dans laquelle il y a un tableau d'ensemble des conséquences des changements climatiques sur les ressources en eau et vice-versa. C'était déjà, comment ça s'appelle, une annonce pour montrer que si on ne fait pas attention, si on n'agit pas au plus vite, les conséquences sur un certain nombre de ressources, et principalement sur les eaux, ça va être excessivement grave et cela va mettre, comment ça s'appelle, l'humanité. Comme disait tantôt Diallo, le fleuve étant atteint dans son essence, c'est l'humanité même qui semble ici atteinte dans son essence si ces fleuves-là venaient à disparaître. Donc, il dit les conséquences, les causes proviennent effectivement quelque part des hommes, nous-mêmes, à travers, comment ça s'appelle, nos activités, à la recherche, comment ça s'appelle, de nos moyens d'existence,
nous contribuons aujourd'hui à ensabler le fleuve, nous contribuons à polluer le fleuve et cela met en danger notamment, comment ça s'appelle, les vies, non seulement des populations, mais également c'est des activités socio-économiques qui sont remises en cause, notamment l'agriculture, l'élevage, la pêche, ainsi de suite. Vous avez parlé du GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat que je rappelle juste aux auditeurs. On va écouter une partie de la population qui a réagi pour savoir ce qu'ils pensent du fleuve du Niger. Bon, je sais que l'état de ce fleuve-là, ça peut entraîner des difficultés. Tout le monde sait ça, que ça peut entraîner des difficultés parce que ça joue même sur notre économie. Voyons ce fleuve-là en train de se tarir comme ça. Vraiment, c'est pas bon. Pour moi, c'est quelque chose qui joue vraiment sur notre économie. Même la situation du pays même. Voyons ça en ligne. Nous sommes tous des Maliens. La raison, c'est les mauvaises gouvernances. Pour moi, c'est les mauvaises gouvernances. Le Djoliba, aujourd'hui, est vraiment en état de dépravation tel que si on ne fait rien, nous allons droit à la catastrophe. D'abord l'ensablement et aussi les teinturières qui utilisent les produits chimiques et déversent ça pour déranger un peu la symbiose animale, sinon les poissons qui s'y trouvent. Mais le constat que moi je peux dire, c'est peut-être dû cette année, il n'a pas beaucoup plu. D'habitude, on a l'habitude de voir la saison de pluie là, ici c'est abondant. Le fleuve là normalement est rempli normalement, d'habitude quand ça pleut. Mais cette année on a remarqué qu'il n'y a pas eu beaucoup de pluie. Ça peut être l'une des raisons que ça est en train de tarir. Nous sommes inquiets. Puisque, comme on a l'habitude de dire, sans l'eau, il n'y a pas de vie. Tout le monde sait ce que le fleuve Niger représente au Mali. Donc, si ça commence à tarir, là, ça pose des problèmes aussi. Ils ont construit des maisons dans le fleuve même, quoi. Même, on ne peut même pas dire que c'est au bord du fleuve. Monsieur Sadou Abidine Diallo, il vient de le dire, certains ont même construit des maisons dans le fleuve selon lui. Comment l'État a-t-il pu permettre cela? Merci bien. Je partage effectivement ce que les populations sont en train de dire, parce que nous sommes issus aussi de ces populations. Ils sont inquiets et ils ont donné les raisons pour lesquelles ils sont inquiets. Ils ont pu citer l'ensablement, la pollution, le manque de pluie et aussi l'occupation des parties du fleuve. Il y a un texte qui réglemente par rapport à l'occupation du fleuve. Si ces textes-là sont appliqués, il n'y a pas de raison à ce que quelqu'un occupe le fleuve. Parce que des servitudes ont été données qui devront être respectées. 25 mètres jusqu'à 50 mètres par rapport au fleuve. Si c'est respecté, on ne doit pas être le fleuve. J'ai vu un sitting hier tout près, à Moribabougou, où des jeunes sont sortis pour dire que les gens sont en train d'occuper effectivement des endroits qui ne doivent pas occuper, dont le lit du fleuve. Moi, je pense qu'à un moment donné, avec le ministre Batili, il y a eu des endroits, des gens qui ont été déguerpis parce qu'on pense qu'ils ont construit dans le lit du fleuve. Moi, je pense que c'est les textes qui ne sont pas appliqués. Et ça, c'est vraiment de l'indiscipline. Souvent dû aux privés, aux fonctionnaires, à certains fonctionnaires, à des privés, ainsi de suite. C'est de l'indiscipline. Et l'indiscipline, il y a des textes qui réglementent si toutefois quelqu'un doit être sanctionné ou pas. Peut-être ça n'a pas été appliqué. Et il avait parlé des causes. Je vais ajouter 3 causes par rapport à l'ensablement. Il y a les dunes aussi qui sont exposées à l'influence du vent. Parce que qui connaît pratiquement le nord, on sait qu'il y a beaucoup de dunes, que ces dunes-là sont exposées au vent. Et aussi par rapport à l'absence de barrières naturelles, parce qu'on n'a pas d'arbres tels que vers le sud où il y a des arbres qui peuvent empêcher à ce que le sable se mouve vers le fleuve et qu'on sort. On n'a pas ces barrières naturelles
et qui peuvent servir de rôle de brise-vent pour que le vent ne transporte pas effectivement le sable vers le fleuve. Et aussi par rapport à la faiblesse pluviométrique, on sait qu'il pleut moins, de plus en plus il pleut moins. Sur peut-être les 3 mois d'avant, présentement on a Tombouctou que je connais bien, si on a 3 pluies, 4 bonnes pluies, on dit alhamdoulilah. Donc la déforestation a un grand impact là-dessus quand on parle de baisse de la pluviométrie et également quand on parle de manque de barrières naturelles. Oui, effectivement. D'accord. Alors, Monsieur Ndiaye, tout de suite, il y a un des intervenants qui a parlé de mauvaise gouvernance. Est-ce que vous pensez que c'est dû à une mauvaise gouvernance? Bon, en fait, il y a du tout là-dedans. Cela m'amène à un peu aussi réagir sur les facteurs. En fait, c'est vrai que cette année, on voit quand même que c'est très alarmant. Mais bon, aussi, ce n'est pas la première fois que cela arrive. Voilà. Je pense qu'il faut vraiment qu'on se mette dans une situation, dans une certaine dynamique, faire un recul. Voilà, on a évoqué les changements climatiques. Depuis 30-40 ans, on est vraiment dans un contexte de climat changeant, voilà, qui fait qu'il pleut moins. Toutes les études ont montré effectivement que la pluviométrie, il y a une certaine baisse tendancielle. Voilà. Donc ça, bien sûr, quand il ne pleut pas assez, il y a moins d'eau, il y a moins d'écoulement. Donc ça, c'est vrai. Mais le grand problème, c'est qu'il y a aussi nos activités qui sont venues s'ajouter à tout ça. Le problème de déforestation, par exemple, je vais vraiment revenir, mais c'est dramatique. Hein? Vous savez que rien que pour une ville comme Bamako, qui vit sur le charbon, le bois, des études qui ont été faites par le projet FONABES, c'est Forêt nationale pour justement le bois et l'énergie dans les grandes villes. Rien qu'à Bamako, c'est plus de 200 camions qui rentrent chaque jour. Autant de charrettes plus et aussi de véhicules de transport en commun qui rentrent avec le bois par jour. Bon, tout ce bois-là est coupé sur le bassin. Une fois que ce bois-là est coupé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sol est exposé. On ne parle même pas du désert de Tombouctou, de Gao. On parle ici du sud, où effectivement on a la chance d'avoir une bonne pluviométrie et des forêts. Mais cette forêt est en train d'être coupée, donc les sols sont exposés. Et qu'est-ce qui se fait? Donc, tout ce qui est drainé, ça va effectivement vers le fleuve. Le sable, tout, et ça comble justement les lits. Ça comble les petites rivières, parce que là aussi c'est très important. Ce sont justement ces petites rivières-là qui accumulent l'eau pour alimenter par exemple le fleuve. Mais quand c'est bouché, il n'y a pas assez d'eau. Donc le fleuve aussi n'a pas assez d'approvisionnement. Donc finalement, le problème se pose. Donc, et aussi les constructions, comme on en a parlé. Donc effectivement, tout ça fait que l'homme a beaucoup à voir justement dans cette situation aussi. Vous avez parlé du transport de bois. Les autorités ne voient-elles pas ce transport ou c'est elles-mêmes qui autorisent ces Non, je veux bien parce qu'on va venir à cette question de gouvernance finalement. Voilà. Donc, il y a effectivement cette situation. Quand on regarde, les gens ils construisent dans le lit, en fait. Voilà, ils construisent dans le lit. Quand bien même il y a des textes qui régissent tout ça, pas très loin de chez nous, juste à 10-15 km de Bamako, dans les communes du Mandé jusqu'à Kangaba, vous savez quand même que là-bas, présentement, c'est des centaines et des centaines de dragues qui s'installent dans le fleuve et qui font l'activité d'orpaillage dans le lit du fleuve et qui perturbent tout, donc qui contribuent aussi à ensabler. Parce qu'aujourd'hui, ici, avant par exemple, quand on parlait d'ensablement, directement on voyait le nord. Mais en amont, juste en amont de Bamako aussi, on voit beaucoup de bancs de sable qui s'installent dans le lit du fleuve. Essentiellement à cause des activités humaines. Parce que la nature est ce qu'elle est, on ne peut pas trop lutter contre la nature, mais il ne faut pas que nous-mêmes, nos actions contribuent justement à aider en quelque sorte justement à cette nature-là. Bon, maintenant, c'est vrai que tout le monde voit ce qui se passe. Tout le monde voit ce qui se passe. Parce que tout le monde sait quand même que ce n'est pas normal, par exemple, d'installer des machines, des tracts dans le fleuve, qui constituent quand même une source de vie. Il n'est pas normal de s'installer dans le lit du fleuve. Tout le monde le voit. Et des textes bien faits existent.
Oh, les textes existent. Bon, maintenant, si les textes ne sont pas appliqués, c'est qu'effectivement, il y a un problème quelque part. Parce qu'on ne fait pas un texte, une loi même, donc ça veut dire qui est voté, qui est signé par les plus hautes, et que cette loi ne puisse pas être appliquée. Donc, il y a quand même un problème, effectivement, d'application des textes. Monsieur Maïga, Monsieur Diallo et Monsieur Ndiaye ont parlé tout de suite de déforestation, d'ensablement du fleuve, de dragage, mais il y a également les déchets. Parlons toujours de responsabilité. Est-ce que la population n'a pas également une part de responsabilité avec les déchets qui sont jetés n'importe où, n'importe comment? Tout à fait. Et c'est ce qu'en faisant référence, comment s'appelle, à l'activité humaine qui contribue, comment s'appelle, à dénaturer, comment s'appelle, notre système hydrique, je fais allusion à tous ces paramètres-là. Par exemple, aujourd'hui à Bamako, ou bien je ne sais pas si ils ont trouvé une solution ou pas, les femmes qui font le bogalan, qui font la teinture, mais c'est au bord du fleuve, la plupart. Bien, ils trouvent des moyens quand même à sortir des trous, mais malheureusement, tout ça, ça découle et ça va directement, comment ça s'appelle, dans le fleuve. Et quand c'est là, c'est comme beaucoup d'autres qui jettent, comment ça s'appelle, les débris, tels que les plastiques, les non dégradables, malheureusement, qui entrent tous dans ce contexte de pollution et qui dénaturent, comment ça s'appelle, à la fois la qualité de l'eau également. Donc, les populations contribuent fortement, effectivement, non seulement à l'ensablement, quand bien même qu'il y a les aspects naturels dus à l'érosion, on l'a dit, mais il y a également le fait que, comme vous le dites quelque part, les hommes qui s'installent en plein dans le lit du fleuve. Moi, je n'arrive pas à comprendre, même les animaux, les oiseaux, quand il s'agit de trouver leur gîte, ils trouvent les gîtes dans des lieux qui sont couverts, qui les protègent, mais pas qui les met, comment ça s'appelle, face à des situations dangereuses. Donc, l'homme qui réfléchit, qui pense, je ne peux pas comprendre comment tu vas pouvoir installer ton gîte dans un lit de fleuve et croire que ta personne est hors de danger et sans penser que tu mets également en danger, comment ça s'appelle, la vie de beaucoup d'autres. Parce que c'est le passage de l'eau que tu bloques. Et en bloquant le passage de l'eau, tu es certainement comptable d'une inondation qui peut se produire. Vous voyez? Donc il y a plein de choses comme ça que je n'arrive pas à comprendre. Les populations sont-elles réellement conscientes de cela? Mais là, c'est pourquoi je voudrais revenir sur la question de gouvernance. Parce que quand les responsables qui sont tenus de faire respecter les lois, qui ont en charge la destinée du pays, la destinée des populations, et dans lesquels nous croyons c'est dans un contexte d'amélioration de leurs conditions de vie qu'ils travaillent. On ne peut pas comprendre qu'il faille laisser ces populations, comment ça s'appelle, agir inopinément et sans raison. Donc je trouve que la gouvernance est en défaut à 2 points. D'abord, je me dis qu'il aurait fallu une grande intensité d'activité en termes d'information et de sensibilisation pour un changement de comportement, pour que cela soit vraiment diffusé à grande échelle. Et deuxièmement, c'est d'en arriver, comment ça s'appelle, à l'application des lois. C'est d'en arriver à l'application des lois. Et malheureusement, les lois ne sont pas appliquées, comme Diallo l'a dit. Et moi, je vois très mal comment est-ce que, après, malgré tout ça, là, on met la responsabilité sur les maires, sur les communes, je ne sais pas, les élus. Mais si les élus communaux, les maires, ils le font, c'est parce qu'ils ont trouvé, ça s'appelle la voie. Ils ne sont pas, comment ça s'appelle, ils ne sont pas, je ne sais pas, ils ne sont pas couverts par la loi au détriment, comment ça s'appelle, des autres. Donc, il faille effectivement que la gouvernance soit appliquée et de façon normale pour que nous puissions lutter contre un certain nombre de comportements qui peuvent contribuer naturellement à amener les problèmes auxquels nous sommes. D'accord. Revenons à vous, M. Ndiaye, avant de donner la parole à M. Diallo. A-t-on des chiffres aujourd'hui par rapport au degré de la décrue du fleuve Niger aujourd'hui? Oui, en fait, comme je l'avais dit justement en introduction, il y a la commission quand même qui cherche chaque mois. Et aujourd'hui, en fait, c'est vraiment dramatique. Voilà, c'est quand même... je prends juste un petit exemple. Vous savez, il y a aussi
ce qu'on appelle les débits environnementaux. Vous savez, quand vous parcourez le fleuve Niger, en aval, il y a ce grand espace qu'on appelle le delta intérieur du Niger, aussi qui a besoin d'eau. Voilà, donc qui, en plus des hommes, il y a aussi d'autres êtres qui vivent, qui en ont fait vraiment un milieu de vie. Et les populations vivent des activités parce qu'il y a vraiment de l'eau. Mais au mois de janvier, par exemple, les lâchers qui ont été faits en aval de Markala, c'est, selon en tout cas ce que la commission a communiqué, 13,30 mètres cubes par seconde. Alors que le débit demandé est de 40 mètres cubes par seconde. Donc vous voyez, ça veut dire qu'on va vers des problèmes. Et ça c'était en janvier. Et qu'est-ce qui va se passer par exemple en mars, en avril, où on sait que c'est quand même des périodes de canicule. Voilà. Donc tous ces êtres qui vivent là-bas, cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'eau, il n'y aura certainement pas assez d'eau pour irriguer certaines plaines qui sont quand même des plaines où les gens cultivent. Voilà. Donc on va vraiment vers des situations, des scénarios en fait dramatiques. Par exemple pour le delta où vivent plus de 2 millions de personnes. Voilà. Donc ça, quand même, ça c'est vraiment des problèmes qui sont là et qui sont bien réels. Au niveau de l'office, il n'y a pas assez d'eau aussi parce que Selengue ne va pas pouvoir respecter les débits souhaités. Donc ça va aussi créer des problèmes. Ça veut dire que certainement certains canaux ne pourront pas être irrigués normalement. Et aussi, Bamako, avec aussi l'électricité, ça veut dire que peut-être que Selengue n'aura pas assez d'eau pour turbiner tout le temps, pour produire assez d'électricité. Voilà, donc c'est tout ça qui se profile à l'horizon à cause justement de cette situation. D'accord, on va écouter Ahmed Sekou Diallo, un autre membre de la société civile de l'ONG AFAD, qui va nous parler un peu de certaines des conséquences que cela peut avoir sur la population. Les conséquences peuvent être très graves. Nous souhaitons qu'il y ait une réaction urgente et appropriée des autorités pour éviter qu'il y ait des conséquences encore plus graves. Déjà, c'est grave parce que vous voyez, nous vivons au quotidien déjà les délestages parce que il n'y a pas assez d'eau sur le fleuve, donc les barrages ne fonctionnent pas normalement. Ceux qui dépendent aussi de ce fleuve vont vivre des moments catastrophiques. Je parle des maraîchers, je parle des périmètres agricoles, je parle des agriculteurs, je parle même de ceux qui utilisent même l'eau de la boisson, l'eau de la famille sur ce fleuve-là. Monsieur Diallo, il a parlé tout de suite d'électricité. Il y a même EDM qui a alerté récemment pour dire que du 1er mars au 31 juillet, il faut prévoir des coupures d'électricité intempestives dues en partie à la baisse de la pluviométrie cette année. Oui, effectivement, ça a commencé déjà. Je crois qu'il y a 2 ou 3 jours, ça a commencé. Au niveau de Niamana, pratiquement hier, toute la journée, de midi jusqu'à tard dans la nuit, il n'y avait pas d'électricité. Je crois que ça a commencé déjà. Effectivement, c'est une conséquence. Et tout ça dépend peut-être, comme c'est répétitif. Chaque année, on a pratiquement ce problème. J'espère que EDM a trouvé une solution alternative pour satisfaire les populations parce que quand quelque chose se passe chaque année, il faut vraiment faire des études. Si ce n'est pas le cas, les populations vont beaucoup souffrir. Parce que, comme monsieur l'a dit dans son interview... Vous voulez parler d'anticipation? D'anticiper, parce que c'est une volonté politique. Il s'agit d'avoir une volonté politique pour anticiper le fait qu'il y aura, avec moins d'eau, il y aura beaucoup de coupures d'électricité, que les gens soient informés. Ce n'est pas l'information seulement, que des actions soient prises pour que cela ne soit pas. Et un peu par rapport à d'autres domaines aussi, par rapport aux maraîchers,
Parce que si vous avez l'habitude de cultiver peut-être 2 hectares au bord du fleuve, peut-être cette année, vous n'aurez qu'un hectare, parce que l'eau va s'éloigner quand même. Ouais. Ça va jouer sur la production. Et comme M. Ndiaye l'a dit, par rapport à l'office aussi, c'est de l'inquiétude. Cela veut dire que l'alimentation va même diminuer. Peut-être on n'aura pas la chance de manger assez de riz cette année. On doit s'inquiéter ou bien partir aller chercher sur le marché. Donc tout ça, c'est vraiment... Il faut mettre la volonté politique d'anticiper avant que cela n'arrive. D'accord. Monsieur Maïga, quelque chose à ajouter aux conséquences que cela puisse avoir sur les populations? Au Mali, ça c'est déjà dit, mais peut-être un peu plus au-delà, c'est que les GIEC, en parlant des conséquences, dit que c'est à peu près 3,2 milliards de la population mondiale qui risque d'être touchée par la décrue. Les attaques de différents phénomènes aux eaux douces. Parce que là, nous savons en fait, on parle de 3 phénomènes, finalement. C'est la baisse des précipitations, c'est également la montée du niveau de mer et la fonte des glaciers. Et ça, si c'est fait, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir 2 scénarios en deux endroits différents. C'est que les précipitations et les débits des rivières vont augmenter. Et on le dit, ça c'est au niveau de l'altitude haute. Tandis qu'à l'inverse, ce sont des précipitations en baisse, mais également les débits en baisse. Et ça, naturellement, ça va entraîner quoi? C'est la sécheresse. Parce que là, quand l'humidité du sol n'atteint plus, comment s'appelle, le seuil souhaité, l'agriculture ne peut plus avoir. Donc, ça veut dire que c'est au-delà du Mali, c'est l'humanité tout entière qui risque d'être véritablement affectée par ce problème d'eau qui va se poser dans les années à venir s'il n'y a pas, comment s'appelle, anticipation. Et surtout une volonté politique de part et d'autre très affirmée pour pouvoir y faire face. Anticipation. Ornella Tchanké, vous êtes responsable du partenariat de l'outil MapAction aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que l'agence du bassin du fleuve Niger, les autorités du pays auraient pu anticiper ce phénomène qui est la décrue du fleuve du Niger? Pour ma part, je dirais que oui. Parce que quand on parle de protection du fleuve Niger, tout le monde est interpellé. Il y a le gouvernement d'une part, il y a aussi la population aussi un grand rôle à jouer. Parce que de plus en plus, on observe la dégradation du fleuve Niger. Il y a d'abord la population elle-même qui pollue le fleuve Niger, qui contribue à sa dégradation. Et aussi, il faut une volonté politique autour du fleuve Niger. Par exemple, accompagner la population pour une bonne gestion, une bonne prise en charge du fleuve Niger. Voilà ce que je peux dire à ce niveau. D'accord. L'agence du bassin du fleuve Niger, M. Ndiaye, est-ce que vous avez anticipé cela? Oui, en fait, vous savez, c'est tout ça aussi, le problème d'anticipation. Vous savez que, par exemple, cette situation qu'on vit aujourd'hui, ce n'est pas la première fois. Rappelez-vous qu'en 1984, le fleuve Niger avait arrêté de couler à Niamey. Le fleuve s'était arrêté de couler en 1984. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est vraiment, on est dans un processus en fait de tarissement en fait, comme certaines études l'ont montré, qu'il y a des relations en fait entre justement cette péjoration climatique et le bas niveau justement des eaux. C'est comme si les cours d'eau tropicaux comme le Niger, il y a quand même un processus de tarissement qui est en train de s'annoncer. Donc, il est vraiment bien de ne pas réagir sur les phénomènes ou bien les constats ponctuels comme cette année, mais de se mettre dans une perspective de plusieurs années en fait. Voilà. Et ce n'est pas le problème de cette année qu'il faut essayer de résoudre, mais c'est vraiment le problème en fait du fleuve Niger qu'il faut essayer de résoudre pour les années à venir. Et qui doit Donc c'est dans ce cadre-là que, effectivement, par exemple, le Mali, bien sûr, on peut dire que le Mali a un peu quand même anticipé, parce que ça fait une quinzaine d'années, le Mali a mis en place une agence
pour la sauvegarde du fleuve Niger. Parce qu'effectivement, il y a eu des études pour dire qu'effectivement, il y a tous ces problèmes-là. Donc, il y a 15 ans que, par exemple, l'agence du bassin du fleuve Niger a été créée avec la mission, la lourde mission de sauvegarder le fleuve Niger. Voilà. Et quand vous dites lourde mission, est-ce une mission impossible? Bon, en fait, c'est juste pour dire que c'est vrai que cette mission a été confiée à l'ABFN, mais ce n'est pas que le travail seulement de l'ABFN. Voilà. Parce que le fleuve, déjà, c'est vrai que c'est tout le Mali, c'est beaucoup de personnes qui vivent directement du fleuve Niger, et c'est pour ça qu'il est important, comme ça a été évoqué, qu'il y ait des synergies d'action. Si tout le monde va dans le même sens, c'est sûr que la mission peut être en ce moment assurée. Je vais juste vous lire par exemple une loi, juste une loi, qui, à elle, celle-ci, elle est appliquée, peut résoudre pas mal de problèmes du fleuve. Je résume juste, c'est même une très vieille loi, depuis 1991, qui fixe par exemple le régime des eaux. Et qu'est-ce que cette loi dit? Son article 21, qui sont interdits les déversements directs ou indirects des eaux usées dans les eaux du domaine public et qui sont susceptibles de porter atteinte au milieu naturel, à la santé publique, à celle des animaux et des plantes, à la flore, à la faune aquatique. En plus de ça, il y a d'autres lois, hein, le code de l'eau. Donc, il suffit juste en fait d'appliquer ce texte-là pour que justement, on puisse avancer, on puisse sauvegarder un peu plus justement ce cours d'eau qui nous est très cher. L'ABFN a été chargée de sauvegarder, a une mission de sauvegarder le fleuve du Niger, mais est-ce que cette mission est accompagnée par des moyens nécessaires? Justement, j'allais en venir. Une difficulté déjà, c'est que c'est vrai que nous sommes un service technique de l'État, mais bon, on n'a pas aussi ce pouvoir de police. Je veux dire, si demain, si je sors, je vois quelqu'un qui est en train de construire, voilà, je ne peux pas l'arrêter. Voilà, je n'ai pas ce pouvoir-là, en tant qu'ABFN. Mais vous pouvez dénoncer. Je peux juste dénoncer. Et quand vous dénoncez, est-ce que des mesures sont prises? Bon, ça c'est une autre paire de manches. Voilà. En tout cas, mon rôle à moi, c'est d'écrire, de dénoncer. Bon. Peut-être, je ne pense pas, si ça a des effets, certainement, tout ça allait être arraché parce qu'on a tellement écrit. Voilà, on a tellement écrit. Bon, mais donc, en fait, c'est ça le problème. Si aujourd'hui, on voit qu'on continue toujours à déverser, à faire des actions qui mettent en survie, justement, qui cause du tort à la survie du fleuve, c'est qu'il y a justement ce problème de non-application, ce problème de une crise en fait, voilà, que personne ne respecte, alors que le fleuve, nous on sait quand même que ce n'était pas comme ça. Voilà, c'était pas comme ça. Est-ce que c'est un problème de génération? Bon, ça c'est la grande question. D'accord, on va parler des solutions maintenant et nous allons écouter Dr Baba Coulibaly, directeur général adjoint de l'Institut des sciences humaines, qui va nous parler de ce qu'il pense qui peuvent être comme solution à cette décrue. Moi je pense qu'il faut absolument aller vers une gestion rationnelle, une gestion intégrée qui va consister à mieux connaître le fleuve. Donc ceci passe par la sensibilisation, à organiser la gestion de cette ressource, donc à former les gens, à expérimenter les choses et à diffuser les connaissances par rapport à cette gestion rationnelle. Et ceci demande l'implication, comme on dit, de toutes les parties prenantes. Ça ne sera pas l'affaire seulement de l'État du Mali ou des régions administratives maliennes, mais c'est aussi le fleuve Niger est un fleuve international partagé par plusieurs pays. Donc, il faut une gestion intégrée. Sadou Abidine Diallo, ingénieur des constructions civiques à l'Institut géographique du Mali. Avez-vous d'autres solutions à proposer? Oui, avant d'aller à la solution, parce que chez nous, c'est plutôt... on met à la disposition des outils qui permettent la prise de décision. Par rapport à la prise de décision, je crois qu'il y a de nouvelles techniques qui ont été mises à la disposition et on peut bien exploiter par rapport au cas du fleuve
Notamment, peut-être la BFN travaille beaucoup avec les images satellitaires, la télédétection, et aussi mettre en place un système d'information géographique qui permet d'avoir toutes les données par rapport à la situation du fleuve. Et pour cela, on peut établir une carte. Les cartes qui peuvent faciliter les décisions. On peut faire les cartes de risque de l'ensablement. Par exemple, quand on prend par rapport à l'ensablement, il suffit d'avoir des images satellitaires, il suffit de faire le terrain, et aussi il suffit d'avoir l'information qu'il faut et mettre ça sur papier, ce qu'on appelle carte. Et ça peut pousser les autorités. Je crois que c'est pour cela que l'Institut géographique du Mali aussi a été créé. Ça fait partie des raisons pour pouvoir anticiper et avoir les solutions idoines pour une bonne gestion. Donc vous proposez ces outils? Nous proposons ces outils. Mais est-ce qu'ils sont pris en compte par les autorités? Pris en compte parce que ça a un coût, en fait. Établir une carte, ça a un coût. Mon collègue de la BFN en sait quelque chose. Pour pouvoir avoir les images satellitaires, il faut payer, ça coûte des millions. Pour pouvoir établir les cartes, il faut faire le terrain, il faut faire le travail de bureau, ça coûte des millions. Mais moi, je crois que l'Institut géographique a été créé pour ça. Si on crée un outil, on met à la disposition ce qu'il faut pour pouvoir anticiper et avoir des solutions. Parce que le tarissement de ce fleuve, cela m'amène à dire que c'est plutôt des décisions politiques. Parce que il va falloir l'intervention des politiciens, l'intervention des fonctionnaires au plus haut niveau, l'État, des décisions aussi des partenaires. Parce que quand il s'agit de sauver la vie des populations, c'est la vie des populations en dépendent de ce fleuve. S'il s'agit de sauver la vie des populations, ça ne doit pas coûter. On ne doit pas regarder le coût qu'il faut mettre, mais plutôt... Donc vous recommandez à l'État de réunir les moyens de sa politique. De la politique. D'accord. Monsieur Maïga, quelque chose à ajouter aux solutions ou alternatives? En fait, bon, dans le cadre de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, nous savons qu'en 2015, un accord universel a été trouvé, accepté consensuellement. L'accord de Paris? Hein? L'accord de Paris. L'accord de Paris. Et là, les pays, à travers les CDN, ont voulu contribuer à cet effort de lutte universelle en souscrivant. Le Mali a produit sa CDN. Et je crois que pour pouvoir avoir des résultats et à mettre en face demain en cas au moment, comment ça s'appelle, de cette évaluation globale-là, c'est à travers la gestion des différentes ressources au niveau du pays que l'on parviendra à atteindre des résultats. Et tout comme la gestion du sol, tout comme la gestion des forêts, tout comme la gestion, cette fois, la gestion de l'eau. Alors, le Mali doit revoir justement sa CDN. Est-ce que ce n'est pas le moment également de faire une meilleure prise en compte de ces défis? Et c'est là où je voulais en venir, parce que c'est pour dire également que par rapport à cette prise en compte-là, la société civile est d'une importance capitale. Vous savez, le processus transformationnel par lequel doit passer la lutte contre le changement climatique n'a plus besoin, sinon n'a pas nécessairement besoin, comment ça s'appelle, de seul point de vue de l'État. C'est une lutte collective, une lutte d'ensemble, d'où tous les acteurs doivent pouvoir y apporter leur contribution. Et à ce niveau-là, la société civile est d'un apport très capital. Il est important que l'État prenne cela en compte. D'accord. Ornella Tchanké, qu'est-ce que les outils, les nouvelles technologies peuvent apporter comme changement dans cette situation? Bon, déjà, nous, au sein de MapAction, nous sommes une jeune start-up de jeunes. On a créé une application MapAction, une application technologique au service de l'environnement, qu'il s'agit de faire quoi? Identifier les problématiques rochers, c'est-à-dire eau, hygiène et assainissement. Donc, le problème, pour nous, on pense que le problème de la gestion de l'environnement et précisément du fleuve Niger, comme je rejoins monsieur Maïga, la société civile
Et quand je parle de la société civile, je parle de la population a un grand rôle à jouer. Et c'est où nous on se place à travers notre application. D'accord, l'application permet d'identifier les problèmes, mais est-ce qu'elle propose des solutions aussi? Oui, il y a une partie aussi où on demande aux citoyens de proposer une solution. Donc c'est un appel à la population elle-même de proposer des solutions. D'accord, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Monsieur Ndiaye, pour clore ce débat, à quoi peut-on s'attendre venant de l'agence du bassin du fleuve Niger dans les prochains jours pour mieux sauvegarder, disons, ce fleuve? En fait, il y a plusieurs actions. Voilà. Donc, on a vraiment parlé d'actions de responsabilité communautaire, tout court. C'est dans ce sens-là qu'on est en train de parcourir toutes les communes riveraines du fleuve pour renforcer leur capacité, les doter d'outils pour identifier, pour aussi proposer des solutions locales aux problèmes du fleuve Niger. Donc on a déjà fait plus de 200 communes, donc on est en train justement de continuer pour atteindre l'ensemble des communes. Parce que en fait, la meilleure solution pour vous, c'est la sensibilisation et l'implication des acteurs locaux. L'implication, c'est la responsabilisation des communautés dans la solidarité. Merci beaucoup et c'est ce qui met fin à ce débat. 45 minutes pour parler de la décrue du fleuve Niger, le fleuve Niger qui est en train de tarir. Et nos invités étaient Dr Baba Faradji Ndiaye, chef de département protection et gestion des écosystèmes à l'agence du bassin du fleuve Niger, Mahamadou Maïga du réseau Climat Mali, société civile, Sadou Abidine Diallo, ingénieur des constructions civiques à l'Institut géographique du Mali, et Ornella Tchanké, responsable partenariat de l'outil MapAction. Débat réalisé par Ibrahim Aran Diallo, mise en onde assurée par Peting Diara, à la régie vidéo Mamadou Ouattara. Je suis Mohamedou Touré. À demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.